Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ismaël. Salut Ismaël. Salut Julien, c'est un grand plaisir d'être sur ton podcast aujourd'hui. Écoute, plaisir partagé Ismaël. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, on est quand même passionné par l'immobilier, même si on a aussi fait autre chose et tu nous en parleras effectivement tout à l'heure, mais on a quand même l'immobilier qui nous rapproche. Et puis le deuxième point, c'est que tu as un podcast également. Déjà, la première chose à faire, c'est que j'invite tous les gens qui écoutent Money Tree à aller écouter le podcast d'Ismaël qui s'appelle La Bonne Fortune. Donc tu vois, finalement, Money Tree, c'est un peu l'arbre de la fortune. On a la bonne fortune de l'autre côté. Écoute, c'est parfait. Je pense que ça intéresse tous les auditeurs de ton podcast et de notre podcast ici à Money Tree. Tous ces sujets autour de l'argent. Donc voilà, je les invite tous vraiment à aller écouter le podcast d'Ismaël. C'est un podcast que je découvre petit à petit. Je le disais à Ismaël tout à l'heure, j'étais en train d'écouter dans la voiture avant d'enregistrer un épisode avec le fondateur de Royalties, que par exemple, tu vois, c'est un sujet que j'ai jamais traité sur le podcast, donc je trouvais intéressant de l'écouter chez toi. Voilà, et Ismaël, tu disais que toi, tu n'avais pas trop fait tes devoirs et que tu connaissais pas très bien Money Tree. Du coup, ça te laissera le temps de le faire après. Peut-être que le premier épisode que tu écouteras sera le tien au final. Exactement, non, c'est rigolo. Écoute, encore une fois, merci pour l'invitation. Comme tu le dis, je suis vraiment ravi d'être ici. On partage ensemble plusieurs passions, celle des finances personnelles au sens large. Tu parles de l'argent, mais on pourrait dire des finances personnelles, de l'immobilier, bien sûr, ce qui va être peut-être un peu plus au cœur de l'émission aujourd'hui. Et oui, en toute honnêteté, concernant ton podcast Money Tree, j'ai pas pris le temps encore de tout découvrir, de tout écouter, mais connaissant un petit peu ton écosystème, comme je te le disais, que ce soit sur les différents réseaux, etc. Forcément, il y a de grandes qualités et là-dessus, il y a aucun doute, connaissant en tout cas ton appétence pour les finances personnelles également. Et encore une fois, oui, je suis vraiment très honoré d'être ici aujourd'hui. Top, écoute, tu vas du coup nous raconter un peu ton parcours. Je te propose de te présenter au départ, c'est un peu toujours classique, te présenter aux oreilles des auditrices et des auditeurs, et puis après on va passer sur le côté vraiment plus justement finances personnelles, investissement au sens large, et comment ça a un peu drivé ta vie depuis ta vingtaine, on va dire, qui commence déjà à être un peu loin parce que je crois qu'on a le même âge, on est de la même année, donc du coup, voilà, je sais que moi ça commence à être loin quand je réfléchis à mes 20 ans, donc j'imagine que pour toi c'est pareil. Exactement, ouais, ça passe vite. Moi, je suis de 85, de septembre 85, donc à l'heure où on enregistre, là, j'ai 38 ans. Je suis originaire de Poitiers, là où je réside actuellement, à 15 minutes au sud de Poitiers, sur le côté ouest, un petit peu comme toi, même si toi, tu es un petit peu plus au sud. Comment je suis venu? Alors déjà, j'ai envie de me présenter d'une façon générale. Je suis peut-être un investisseur, un entrepreneur heureux. C'est quelque chose qui est important pour moi, important de le dire. J'ai mis le pied à l'étrier à mes 20 ans, comme tu le dis, dans le secteur de l'investissement immobilier. Je suis issu d'une famille nombreuse avec au départ un frère jumeau, un grand frère. Après, mes parents se sont séparés, mon père a refait sa vie, et donc j'ai eu le plaisir également d'avoir un autre frère, une autre sœur. Donc on est issu d'une grande famille. Mes deux parents fonctionnaires, j'ai connu sur un schéma assez classique, ni dans l'opulence, ni dans la misère, si on pourrait dire, quelque chose de vraiment très banal. D'un point de vue scolaire, j'étais quelqu'un de assez, façon générale, intelligent, je sais pas, mais avec quelques petites facilités sur le cursus, on va dire classique jusqu'au bac, mais ne trouvant pas spécialement ma voie, etc. Je me suis un petit peu laissé porter un petit peu par mes facilités. Je décroche mon bac et de là l'envie de faire d'autres choses, et donc à 20 ans, je m'engage chez les sapeurs-pompiers de Paris. Je m'engage chez les sapeurs-pompiers de Paris, là où j'ai exercé chez les sapeurs-pompiers d'une façon générale pendant 16 ans, à Paris pendant 6 ans. Et donc, en étant provinciaux, comme beaucoup de pompiers de Paris, les trois quarts qui sont provinciaux, on fait donc les allers-retours en train pour aller prendre et monter nos gardes, comme on appelle. On va être de garde de 2-3 jours, et après on a 2-3 jours de repos. Donc, à cette époque-là, j'étais encore à Poitiers, et plus précisément, j'habitais chez ma mère. Et donc, avec ses premiers revenus en poche, je me suis dit, c'est cool, maman, t'es bien gentille,
sortie, tes petits plats sont toujours très très bons, mais envie quand même d'avoir mon indépendance. Et donc je me mets en quête de rechercher mon premier logement pour moi habiter. Et de là, j'ai ce sentiment, cette conviction, sans avoir à l'époque, aucune ambition particulière sur l'investissement immobilier, mais quand même juste le sentiment de me dire, bah, plutôt que de passer en étant locataire pour me loger et de jeter un petit peu l'argent par les fenêtres, entre guillemets, je vais être propriétaire, parce que je comprends qu'en faisant un crédit sur 20 ans à 110%, à l'époque, bah, grosso modo, j'allais avoir une mensualité d'emprunt peu ou prou équivalente à un loyer. Donc j'achète un premier appartement, un T2 presque de près de 50 mètres carrés là sur Poitiers pour une mensualité grosso modo à l'époque ça devait être 400 euros. C'était des taux déjà à l'époque à 4, je me souviens comme si c'était hier, c'était un taux à 4,55 sur l'emprunt pour recontextualiser un petit peu. Et voilà, donc j'achète ce premier appartement pour me loger, mais vraiment juste avec cette simple conviction que bah, je fais le crédit sur 20 ans et dans 20 ans, le crédit sera payé et donc je serai l'homme le plus riche de France ou de Babylone, je sais pas, avec ces 400 euros cette échéance de 400 euros qui prendra terme, voilà, donc à mes 40 ans, 20 ans après. Est-ce que tu avais des facilités en tant que, pompier sur, la prise en charge d'un montant d'un loyer ou quelque chose? Non, du tout, du tout. Alors ça peut arriver pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de pompiers, quelques-uns en tout cas, qui sont logés en caserne, etc. Pour ma part, c'était pas du tout le cas. Donc du coup, j'avais aucune facilité quelconque. On n'avait rien du tout en plus, quoi. J'avais mon salaire classique et puis qui devait être à l'époque quand je me suis engagé à mes 20 ans, qui devait être mon premier salaire à 1400 euros, quelque chose comme ça, 1500 euros. Et c'est tout, quoi. Donc Tant mieux parce que peut-être que la facilité quand tu as ce genre d'aide, au logement, c'est de se dire: «Bah, de toute façon mon loyer est payé donc en fait je le considère pas comme une charge». Alors qu'en vrai c'est quand même un manque à gagner effectivement si jamais tu capitalises pas dessus mais donc c'est plutôt finalement c'est plutôt positif en tout cas pour te pousser à acheter par toi-même, quoi. exactement, en tout cas, moi, ça m'a pas laissé le choix. D'autres qui ont ces facilités, comme tu dis, soit s'endorment sur leur laurier entre guillemets et puis, crament un petit peu la feuille. D'autres font des choix qui sont somme toute, intéressants d'un point de vue investissement où justement se disent: «Tiens, j'ai une charge en moins et j'en profite pour peut-être faire, de l'investissement de façon un peu plus massive». En tout cas, pour ma part, donc, j'avais pas de facilité particulière et donc, je suis venu à rentrer dans l'investissement par ce biais-là. Donc c'était pour de la résidence principale, hein, donc pas de revenus en face. On parle pas à cette époque-là de rentabilité, enfin de rendement, ni même de rentabilité, etc. Et ma carrière chez les pompiers m'a poussé à après donc passer le concours sapeur-pompier professionnel, donc d'être fonctionnaire, ce qui m'a amené à être recruté par le département du Nord, là où j'ai bossé pendant près de 10 ans à côté de Lille. Donc là, au bout des 6 ans à Paris, donc à mes 26 ans, et donc je déménage dans le Nord à ce moment-là avec ma compagne qui me suit. Et à ce moment-là, se pose à moi la question du choix de ce premier bien que j'ai. Soit je le garde, je le mets en location, soit je le vends. C'était peu ou prou les deux options que j'avais. Et donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le mettre en location et là, bah, le locataire va prendre en charge de par le loyer plus ou moins la mensualité de prêt. Et puis voilà, donc j'ai fait ma petite annonce sur le Bon Coin. J'ai eu tout de suite des visites, etc. J'ai joué de façon assez simple, assez rapide. À l'époque, c'est pareil, les baux se faisaient en version papier. J'avais tout fait par moi-même, donc j'étais allé acheter mon petit bail à la papeterie du coin avec les feuillets carbone, etc. Et donc me voilà à remplir ce premier bail et donc de signer au locataire et qui me paye la première mensualité de loyer en tout cas. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réellement pris conscience, réellement en le goûtant du doigt, ben les différentes possibilités qu'offre l'investissement locatif pour le coup. Voilà, avec tout ce qui va avec la découverte de l'imposition aussi, hein, l'impôt sur les revenus fonciers, en l'occurrence le micro-foncier, moi à l'époque, moi qui suis pas trop de nature, en tout cas pas trop familiarisé avec l'administratif, c'est pas trop en tout cas ma tasse de thé de me noyer dans les papiers, etc., etc. J'avais fait l'option d'un point de vue technique, mais je pense que ça va quand même parler à ton audience, de faire le choix c'était de la location en nu, donc des revenus fonciers, mais en micro-foncier, pour simplifier toutes les déclarations, toutes les démarches, etc., etc. Et donc au bout de la première année d'exploitation, j'ai compris aussi ce qui était l'imposition voilà sur les revenus. Alors c'était sur des petits montants, etc. Mais ça fait quand même bizarre quand on reçoit cette première feuille d'impôt et qu'on se dit bah mince, qu'est-ce qui s'est passé comparé l'an dernier, j'ai pas compris. Là, le risque, si tu as dépensé ton pognon entre-temps, c'est le risque de se dire: «Mince, c'est un peu le cash squeeze et je peux plus payer mes impôts, quoi». Ouais, c'était un petit peu ça. Donc là, on est sur des montants, grosso modo, l'impôt foncier représentait à peu près 1 000 € sur l'année, un ordre d'idée. Et j'avais
le loyer, je devais avoir un loyer légèrement supérieur, peut-être de 50 € par rapport à la mensualité, mais bon, il y a d'autres charges à prendre en compte, la taxe foncière, etc., etc. Et donc forcément, il fallait que je sorte. J'avais ce petit effort d'épargne à faire que je n'avais pas anticipé à ce moment-là. Il s'agit de 1 000 €. J'ai pu trouver des solutions assez simplement pour y faire face, mais c'est vrai que à une échelle plus grande, si on fait pas attention, c'est vrai que comme tu le dis, le cash squeeze peut faire très 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 mal et nous mettre dans l'embarras le cas échéant. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, il faut faire attention, hein, c'est clair. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut quand même anticiper, bien comme il faut ta stratégie à moins à moyen long terme pour, écrire tout dès le départ, pour justement anticiper ces erreurs que beaucoup ont fait d'ailleurs, beaucoup ont fait malgré eux. Souvent d'ailleurs, ce sont pas des investisseurs IMO au sens, propre qui les font, c'est des gens qui malgré eux sont devenus investisseurs IMO comme toi finalement un peu là, dans ce cas-là, c'était une résidence principale que tu as mis en location. Ou alors les gens qui héritent d'un bien aussi, des fois ils héritent d'un bien, tu mets en location et c'est vrai que comme la charge est pas la même en face, souvent on s'attarde pas trop sur les impôts jusqu'au moment où on reçoit cette feuille. Et c'est exactement ça, ouais, ouais, ouais. Tu fais bien de le rappeler. C'est sûr que si j'avais été armé à cette époque-là avec des connaissances un peu plus éveillées, un peu plus aiguisées, déjà j'aurais fait un autre choix que le microfoncier. J'aurais fait en réel parce que j'avais fait des frais, etc. Je n'avais pas défalqué, etc., etc. Et donc le fait, une formule d'un ami qui dit souvent, j'aime bien le répéter, c'est que de la connaissance naît la confiance et après on peut être amené à faire des choix un peu plus éclairés et qui d'un point de vue financier, purement et strictement financier, nous amène à avoir des résultats différents et potentiellement bien meilleurs. Ouais. Donc ouais, pour ma part, pour en revenir, donc j'ai appris sur le tas, voilà, un petit peu tête baissée en y allant, en découvrant de par moi-même. Et de là, avec au final ce premier investissement locatif qui s'est transformé en tant que tel par défaut, ça m'a quand même confronté et confirmé l'idée de dire c'est quand même intéressant l'investissement locatif. Voilà, il y a quand même un locataire qui prend en compte tout ou partie des charges inhérentes à l'investissement, donc c'est quand même pas mal. Donc ça m'a donné envie de réitérer l'opération. Donc là avec madame, on refait une nouvelle opération, on achète de nouveau un petit appartement similaire, on reste dans ce qu'on connaît, donc un T2 sur Poitiers, qui lui était déjà loué, donc on le prend avec le locataire en cours, avec le bail en cours, etc. Et c'est un investissement qui, pareil, a conforté dans les choix parce que tout s'est très très bien passé. C'est un locataire qui est resté pendant 7 ans dans le logement là pour mon cas, où j'ai dû intervenir que 2 fois, une fois pour changer un toilette là qui n'allait plus, mais et puis une fois pour une bricole. Mais en 7 ans de temps, j'ai rien eu à faire, de très très bonnes relations avec le locataire, a toujours payé son loyer, etc. Pareil, un petit investissement qui me demandait un petit effort d'épargne pour prendre en compte le différentiel de l'impôt. Parce que c'était du C'était nu? du nu également, ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. C'était du nu où là, j'avais pas hormis ce toilette et puis je sais plus une autre petite bricole, mais j'avais pas de frais sur cet appartement. J'avais pas de frais hormis forcément la taxe foncière, les assurances, etc. Et tout ce qui est lié vraiment les charges fixes. Mais indépendamment de ça, j'ai pas fait de travaux, de déficit foncier, etc., etc. C'est un appartement qui avait une rentabilité, un rendement en tout cas, pas une rentabilité. On pourra peut-être y revenir sur la différence, mais qui avait un rendement grosso modo à 5% en net sur le montant du bien que j'avais donc du coup emprunté. Donc là, j'ai bien compris la puissance une nouvelle fois de l'intérêt de l'investissement locatif, hein, surtout via un financement à 110%, où au final, on a quand même un rendement sur une somme qu'on n'était pas en capacité d'avoir et de mettre sur la table. Et donc le levier, il est au final, il est là pour l'investissement locatif, il est réellement là, c'est qu'on a un rendement associé avec le levier bancaire. Donc voilà, et après, ça m'a donné envie encore de continuer. J'ai refinancé mon premier bien pour intégrer ma compagne dans le projet parce que c'est un bien que j'avais acquis initialement seul. Et puis après, le fait de comprendre et comme ça de monter en compétence en faisant par moi-même, etc., j'ai commencé vraiment réellement à m'intéresser de plus près à l'investissement locatif avec voilà de la recherche, des livres. Il y avait l'avènement des chaînes YouTube qui arrivaient, etc., etc. en 2017-2018. Et là, je suis passé de façon un peu plus, on va dire, un peu plus sérieuse, de façon un peu plus motivée, avec un peu plus d'ambition, en tout cas, sur l'investissement. Ça veut dire quoi du coup, avec un peu plus d'ambition? Tu es allé sur des typologies de biens qui sont différentes? Tu es allé sur, des choses plus conséquentes, peut-être plus grosses, des exploitations aussi, Ouais, différentes? c'est exactement ça, ouais, l'envie de dire, là, l'idée, la volonté pour ma part à ce moment-là, c'était de dire, quelle est réellement ma capacité d'endettement? Qu'est-ce que je peux vraiment soulever avec madame? Jusqu'où on peut aller? Et de là, donc déjà définir une enveloppe un petit peu généraliste
test, affiner ça et de dire d'aller exploiter au maximum. Et donc, ce qui m'a amené à me porter sur des immeubles de rapport à Poitiers toujours, des immeubles de rapport à Poitiers. Et donc là, en 2018, j'ai fait une acquisition un peu plus grande sur un immeuble de un peu plus de 300 mètres carrés pour un montant global d'acquisition à 400 000 euros avec 5 lots, 5 appartements. Dans le détail, il y avait un studio, un T2, deux T4 et un plus grand T3 en dernier étage avec une cave, etc., etc. Mais voilà, ça m'a porté, ça m'a amené sur un projet un peu plus conséquent à ce moment-là, ouais. Donc là, quand tu fais ça, toi, tu as déjà les 2 appartements précédents dont tu parlais tout à l'heure? Ouais, exactement. Les 2 appartements précédents que j'ai déjà. J'ai également ma résidence principale avec ma compagne qu'on a acheté dans le Nord, une petite résidence principale, somme toute assez modeste. Le tout à crédit à 110%. Et là, tout à fait, je me porte là-dessus en plus. Ouais, ouais, ouais. Au niveau des banques, c'est la même banque qui t'a suivi sur les 3 premiers Ouais, projets? alors c'est pour ma part le Crédit Agricole, hein, sur le Crédit Agricole Touraine pour les citer, qui m'a accompagné sur l'ensemble des projets. Et pour la résidence principale dans le Nord, il y a une petite nuance, c'est le Crédit Agricole également, mais c'est de la Caisse régionale du Nord, sachant qu'ils sont tous un petit peu, ce sont des caisses mutualistes, enfin régionales, et donc ils sont toutes un petit peu indépendantes pour ce groupe-là en tout cas, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Oui, d'ailleurs, de manière générale, ce sont souvent les banques régionales, hein, qui financent l'immobilier plus que les banques nationales, type BNP, LCL et compagnie, on est plus sur ou Société Générale, par exemple, on est effectivement, comme tu le cites, Crédit Agricole, va être différent d'une région à l'autre, hein, et ce sont, voilà, des banques totalement indépendantes. Elles ne sont pas forcément concurrentes, mais elles pourraient l'être finalement, on va dire d'une rue à l'autre, si c'est pas la même région, elles le sont, quoi. Ouais, ouais, exactement. Sachant que ça s'était bien passé avec eux, en fait, j'ai pas cherché spécialement plus loin. Et de là, en 2018, les conseillers, depuis mes premiers investissements avaient évolué, avaient changé, etc. Et là, j'avais commencé à me rapprocher de ma banque un peu plus sérieusement pour voir un petit peu, pour définir, monter un projet un peu plus ambitieux. Et ce qui m'a amené à tomber sur une conseillère qui a été vraiment extraordinaire, en tout cas, sur l'accompagnement de ce projet-ci. Et ouais, ouais. C'est important, à mon sens, de travailler quand même son réseau, l'immobilier, l'investissement d'une façon générale, c'est sûr, c'est une question d'argent, mais c'est une question d'humain. Et dans le cadre d'un crédit, etc., il y a quand même plusieurs acteurs, que ce soit les notaires, que ce soit les avocats le cas échéant, que ce soit les comptables le cas échéant, ou alors les conseillers bancaires qui nous accompagnent. Et je pense que c'est intéressant de quand même pouvoir travailler, si possible, avec des personnes qui nous correspondent, avec qui on est à l'aise de bosser et avec qui on envisage potentiellement sur le long terme, même si dans le cas des conseillers bancaires en particularité, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même un certain turnover tous les 3-4 ans d'une façon générale, mais c'est quand même assez intéressant d'avoir un partenaire de confiance sur lequel on peut envisager de se projeter sur le long terme, même s'il faut pas exclure de pouvoir aller voir la concurrence, etc. aussi. Bien sûr, ouais, tout à fait. Et du coup, cet immeuble, donc financé aussi par le Crédit Agricole, 300 m², tu dis autour de 400 000 €. Il y a des travaux, il y a pas de travaux? Comment ça se Alors, passe? j'ai de la chance, il y a pas de travaux. C'est quelque chose qui est négocié à l'époque, grosso modo, à 1 100 € du mètre, pour donner un petit peu de matière, un petit peu de chiffres aux auditeurs qui nous écoutent. C'est quelque chose qui est négocié à peu près à 1 100 € du mètre carré, qui tout de suite a une valorisation potentiellement à 1 500 € du mètre carré. Je passais mon temps à screener le bon coin, se loger, etc., à faire énormément de visites. C'est pas venu tout seul comme ça. Entre deux, j'avais essuyé un refus de prêt sur un projet même un peu moins ambitieux 6 mois avant, ce qui m'a pas empêché de me porter là-dessus et d'y aller en étant confiant. C'est quoi qui a fait la différence? Justement, avec le fait d'avoir un refus 6 mois avant et là d'avoir un projet plus ambitieux et d'avoir un accord? Le conseiller, la conseillère, le conseiller en amont, et d'avoir travaillé son projet, etc., d'avoir été carte sur table et d'avoir travaillé sur le projet précédent. C'était un concours de circonstances de malchance, on va dire, où la conseillère qui me suivait, qui m'accompagnait pour l'immeuble à 400 000 €, c'est celle qui me suivait déjà à l'époque, tout juste, mais elle était en congé maternité à ce moment-là. Et donc, quand j'ai eu ce projet sur lequel j'ai eu le refuge, je suis passé déjà dans les mains d'un autre conseiller tampon qui prenait le relais de toutes les absences, on va dire, qui a étudié, etc. Ensuite, qui m'a renvoyé de nouveau sur une nouvelle conseillère. Et donc, j'avais un délai d'obtention de crédit assez court, qui était réduit au minimum aux 60 jours. Et ben, le temps passant, en allant voir ma première conseillère, ensuite le deuxième, et ensuite la conseillère finale qui allait traiter ce dossier, j'avais déjà cramé grosso modo un mois. Il en restait un mois à peine, pour une raison qui m'échappe. Elle a pas travaillé dessus. Peut-être que c'est moi à l'époque qui n'avait peut-être pas donné aussi assez envie pour travailler dessus. À cette conseillère, j'étais peut-être trop dans un fauteuil, me dire bah c'est bon, j'ai donné les documents, les pièces jointes qui vont bien, et ça va aller. Et au final, au dernier jour du délai d'obtention de crédit, la conseillère m'appelle pour me dire que c'est refusé, qu'elle part en vacances, etc. Sans aucun moyen pour ma part de me retourner. Voilà, donc ce qui a fait la différence, c'est vraiment le fait d'avoir travaillé en amont et d'être
sûr et d'avoir au moins un conseiller avec qui on peut échanger de confiance, quoi. Là, c'était un concours de circonstances où malheureusement les circonstances internes de la banque m'ont amené à être baladé un petit peu à droite à gauche et in fine la pièce est tombée du mauvais côté, quoi. Ouais, ouais, ça arrive, bah, OK. Donc, ça rejoint 2 points. Le premier point, c'est ce que tu disais, il faut quand même du réseau, c'est important de se faire un réseau avec des partenaires de confiance qui comprennent aussi ce qu'on fait. Et le deuxième point, c'est que, ben, ça t'a permis de te remettre en question sur des choses, même si c'était pas entièrement de ta faute, mais, tu tu pris aussi une partie pour toi et pour te remettre en question. Exactement, ouais, on apprend toujours comme on dit, dans les succès si possible, c'est toujours mieux d'apprendre dans les succès, mais les petits échecs, ça fait partie également de l'apprentissage et des fois on apprend peut-être même un peu plus, ouais, ouais, ouais. Ouais, tu le retiens davantage en tout cas, ouais. Ouais, par contre, ouais, tu le retiens, ouais. La frustration est là et le sentiment un petit peu dans mon cas, c'était, vraiment de l'injustice et cetera parce que j'étais, vraiment, finançable, enfin il y avait pas de c'était assez simple, le projet tenait la route et cetera et donc ouais, ouais, tu le retiens un peu plus en effet. Bon, OK, donc du coup, tu achètes ça, c'est loué en partie, tout ou partie? Et ouais et donc pour te répondre à ta question précédente, donc il y a pas de travaux à faire parce que donc j'achète ça, un petit peu en dessous du prix du marché par une agence. Donc j'avais vu l'annonce sur, Se Loger et c'était rigolo parce que je sortais d'une semaine de visite où j'étais revenu à Poitiers. Donc à cette époque, j'habite encore dans le Nord et je reviens, une semaine sur Poitiers pour faire des visites et cetera et cetera et je m'étais entre guillemets, je commençais à creuser, vraiment sur deux affaires, potentiellement intéressantes, dont une avec beaucoup de travaux. Et au moment où je repars, dans le Nord et cetera, il y a cette annonce qui tombe. J'étais sur le quai de la gare et je vois cette annonce qui tombe un petit peu comme un cadeau du ciel, qui est là et je me dis: «Bah, mince, il y a quelque chose à faire» et je suis un petit peu dégoûté parce que c'est au moment où je repars que ça tombe et là, va falloir aller, très, très vite parce que, ça va pas rester, c'est sûr et certain. Donc de là, j'appelle mon père, qui lui, habitait sur Poitiers. Je lui explique un petit peu. Je lui dis: «Bah, écoute, si tu peux aller, visiter, voir». Il a pas spécialement de compétences en immobilier, en investissement, et cetera. Mais bon, il est de très très bonne composition. Il sait regarder un bien, si c'est cohérent, et cetera, et cetera. Et donc il y est allé. Et donc je me suis positionné à distance tout de suite. J'ai fait une offre, et cetera. Et en fait, pourquoi j'ai pu l'avoir à ce prix-là, et je pense que ça va faire écho aujourd'hui peut-être à la situation. En tout cas, je pense que dans la période qu'on arrive et dans la prochaine décennie facilement, c'est que c'est une personne qui est dans le bâtiment en plus. C'est une boîte de bâtiment. Une personne qui à l'époque a peut-être 60, 62 ans, qui a un gros patrimoine et qui avait lui fait l'acquisition de cet immeuble il y a peut-être 20 ans en avant. Donc forcément, lui peut se permettre de vendre en dessous du prix du marché. Il a largement rentabilisé son bien. C'est de bonne facture parce que il était de la partie des travaux, etc., etc. Il n'a pas spécialement de plus-value parce qu'avec les années de détention, etc. Et donc, ce qui me permet de me positionner tout de suite et donc de faire cette belle affaire. Et donc non, pas de travaux à prévoir dans le sens où c'était quelqu'un qui était du bâtiment, donc il avait fait les choses vraiment très très bien. C'était un ancien hôtel particulier avec des belles hauteurs de plafond. Je pourrais te passer des photos si ça t'intéresse d'ailleurs pour illustrer sur l'émission. Surtout que je connais pas du tout l'architecture, tu vois, par chez toi là-bas. Ouais, 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 bah ça peut être assez varié, mais là ouais, c'est un petit immeuble assez sympa, ouais, ouais, au niveau de la gare avec des moulures, etc., des hauteurs de plafond. Donc du coup sur cette enveloppe, j'avais prévu donc, de refaire, l'exploitation des 2 appartements en rez-de-chaussée en Airbnb. Donc, là j'ai décidé de refaire quand même une salle de bain, une cuisine sur les 2 logements, chose que j'ai pu faire, avec cette enveloppe, ci, même acheter un petit peu de mobilier avec, du coup, et ce qui m'a permis de lancer, l'activité avec la volonté de faire sur les 2 T4, la colocation et donc le T3, donc, la découpe et la vente tout de suite de l'appartement pour être en sécurité, sortir des liquidités. OK. Donc là, ça veut dire que tu te mets en copropriété. Tu achètes toi une monopropriété, mais tu te mets en copro et tu acceptes d'avoir, avec toi, donc toi tu es pilote, hein, parce que tu restes hyper majoritaire, mais par contre tu acceptes d'avoir avec toi quelqu'un que tu connais pas, à qui tu vas vendre, une partie. Exactement, c'est un point intéressant que tu soulèves parce que donc c'est pas ça a des engagements, ça nécessite d'être en copropriété, donc d'avoir quelqu'un et de discuter avec, d'avoir une AG, de créer un syndic, etc., etc. Mais c'est une chose que j'ai fait parce que j'avais quand même la volonté de sortir tout de suite des liquidités pour d'une part être en sécurité financièrement, c'est quelque chose qui est important quand même pour moi. Et en tout cas, j'envisageais l'investissement locatif, c'est vraiment et surtout quelque chose de plus conséquent, d'avoir la tranquillité d'esprit, de pouvoir dormir sereinement, voilà, tous les soirs, toute la nuit, même s'il y a une chaudière qui pète, etc., etc. Au moins, je pourrais faire face parce que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas sur les deux autres investissements précédents, ainsi que la résidence principale, j'étais quand même plus ou moins à flux tendu. J'avais un petit bout de gras, mais vraiment très très light. Et là, il me semblait quand même assez intéressant dans ma situation d'avoir de l'épargne supplémentaire à disposition
que j'aurais eu du mal à avoir par le simple fruit de l'épargne sur les salaires, chose que je faisais, que je mettais en place. Mais bon, s'il faut changer 2 chaudières, une toiture, une vitre ou j'en sais rien, quelque chose, enfin ça peut quand même être des montants assez conséquents. Donc je fais ce choix d'être en copropriété en effet. Et après coup, c'est peut-être une des meilleures choses qui ait pu m'arriver, dans le sens où c'était pas spécialement anticipé en amont, mais on apprend toujours en faisant également. Le fait d'être en copropriété, d'une part, là comme tu le dis, j'étais encore majoritaire, donc j'ai les mains libres sur toute la gestion, en tout cas la vie de l'immeuble. Donc ça, là-dessus, c'était ok, il n'y a pas de souci. Par contre, le fait d'être en copropriété, j'ai vendu, et pareil, sans le savoir, in fine, en tout cas, on peut pas spécialement décider, mais à une personne qui allait y habiter, ça allait être sa résidence principale. Et le fait d'avoir, voilà, d'être tombé sur le bon acquéreur, donc cette dame qui allait être pour sa résidence principale, ben, ça m'a aidé énormément pour toute la gestion du bien, pour les petites choses à faire dans le quotidien, etc. Il y a un suivi sur place d'une personne qui habite où il y a les intérêts qui sont alignés, parce que c'est pas le locataire qui est sur place, il va s'en fiche aussi. Il y a un dysfonctionnement, je sais pas moi, dans la porte d'entrée, sur les communs, sur la tenue, etc., etc. Et là, le fait d'avoir cette personne sur place, c'était un petit peu mes yeux et mes oreilles sur la vie de la copropriété, et ce qui a permis d'être assez réactif sur des petits soucis à gérer le cas échéant. Ouais. Ouais, ça peut être à double tranchant ça d'ailleurs, hein. Ça peut être, effectivement très bien parce que, la personne est hyper engagée et capable de faire aussi le boulot à la place des autres et dont de tes locataires, notamment sur les parties communes. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui va te mener une vie assez terrible, tous les jours parce que tes locataires font du bruit, parce que ci, parce que ça, parce que c'est mal entretenu ou autre et donc c'est vrai que ça je pense que ça dépend beaucoup de l'humain sur qui tu tombes. Exactement, ouais, ouais, c'est très important de le dire. C'est vrai que il y avait quand même beaucoup ce discours, en tout cas ce que je disais, etc. Quand je me renseignais, je me formais, se dire, la monopropriété c'est bien parce qu'on est vraiment seul maître à bord et on est embêté par personne. Et attention, si vous découpez, vous revendez, vous allez potentiellement tomber sur des personnes qui sont, voilà, qui vous cherchent des noises, qui sont pénibles, etc., etc. Et c'est vrai, c'est une question d'humain et donc on peut tomber sur, voilà, tout type de personnes, c'est sûr, ouais, ouais, ouais. Donc là, tu tombes, avec une bonne personne, tu divises l'immeuble, tu es en copropriété donc avec cette personne-là. Comment ils sont exploités tous les autres lots? Alors comment ils étaient exploités surtout au départ et comment ils sont exploités maintenant? Est-ce qu'il y a eu un changement depuis? Ouais, alors j'ai eu la chance, alors ils étaient exploités nus avant moi mon acquisition. J'ai eu la chance de pouvoir récupérer les biens, l'ensemble du bien vide à la signature, ce qui m'a donné la latence pour en faire vraiment ce que je voulais dès le début. Donc ça, c'était vraiment assez cool, tout en bénéficiant des anciens baux que la personne avait, etc., pour défendre le dossier à la banque. Donc j'avais les deux côtés, quoi. J'avais de la ressource, de la matière, de la data, et en même temps, j'avais les mains totalement libres pour le mode d'exploitation, voilà, et puis même la découpe, la vente à la signature. Donc ça, c'était cool. Tout était loué en nu. Les chiffres, grosso modo, le studio, c'était 300 euros, le T2, 400 euros, les T4 et le T3 à 690 euros. Donc c'était loué, mais en plus, même en location nue, etc., c'était loué de façon assez modeste. Encore une fois, il s'agissait d'un propriétaire qui avait un grand parc immobilier, qui avait pas spécialement besoin de moyens non plus. Donc lui passait par une agence, il voulait que ça soit loué, qu'il n'y ait pas trop de vacances locatives, donc il appliquait un loyer assez modeste. Voilà, donc déjà rien que en prenant le même mode d'exploitation, il y avait possibilité on va dire, d'optimiser d'un point de vue strictement financier les revenus tout de suite maintenant. Et après, pour ma part, j'ai fait le choix d'aller sur la location meublée. Donc là, c'était une acquisition en nom propre, en personne physique avec ma compagne. Donc la volonté d'être dans le cadre du LMNP à l'époque. Donc là, fait vraiment un choix fait sciemment, assumé, avec un peu plus de connaissances que les opérations précédentes. Et donc la volonté d'exploiter en courte durée les deux appartements du rez-de-chaussée, studio et T2, et en colocation les deux T4. Ce qui nous portait sur un revenu à l'époque, je tablais grosso modo à 1500 euros, entre 1500 euros et 2000 euros de recettes pour les courtes durées. Donc, grosso modo, allez, on va dire 3000 euros pour les deux logements, et je tablais sur 1250 euros pour les colocations. Donc, on est sur 2005 plus 3000, on était à 5005, grosso modo, de revenus, de recettes sur 4 logements, quand on était peu ou prou à 3000 sur les 5 précédemment, quoi. OK et d'ailleurs parce que tes 2 premiers, on y revient, c'était du nu, donc tu avais pas du tout activé de LMNP en amont, en fait. Donc là, tu t'immatricules LMNP à ce moment-là pour ce projet-là et vos revenus avec ta compagne vous permettaient du coup de rester sous le seuil du LMNP, de sans dépasser le plafond?
Oui, tout à fait. Au début, les revenus, permettaient d'être en dessous, ce qui a vite changé parce qu'après donc du coup, comme je t'ai expliqué un petit peu en amont, en off, de l'émission, à ce moment-là, moi j'ai une volonté, qui commence vraiment à grandir, la volonté de revenir m'installer, sur Poitiers, passer ces 10 années dans le Nord. J'ai oublié de me présenter aussi, je suis l'heureux papa de 2 jeunes filles, qu'on a eues, sur cette période, dans le Nord. Aujourd'hui, elles ont 5 et 7 ans et la volonté de revenir s'installer, à Poitiers et de base, je l'envisageais d'une manière très très classique par voie de mutation professionnelle, mais en me heurtant quand même aux mutations pour revenir au niveau des pompiers sur le département de Poitiers. Donc une fois je me casse les dents, une autre année je me casse les dents, encore une autre année, et je me suis dit mince jusqu'où ça va nous porter. Et cette opération, je l'envisageais également comme une porte de sortie, chose qui a été le cas avec ces modes d'exploitation. Je me suis dit bah, grosso modo j'ai remplacé un salaire, un revenu, le mien, et je peux rentrer à la maison tranquillement. Ma compagne exerce toujours à l'heure actuelle en tant qu'aide médico-psychologique dans le social, donc un revenu très très modeste, c'est pas voilà. Et puis moi, à cette époque-là, au niveau des pompiers, je devais être à peu près à 2 000 € par mois. Donc voilà, donc j'ai fait ce choix de démissionner et de rentrer voilà en 2019 suite à cette opération qui s'était bien déroulée, qui avait été mise en place. Voilà, revenir à Poitiers, ce qui là pour le coup m'a fait basculer en LMP. Oui, parce que là, du coup, si je comprends bien, tu reviens sans emploi, enfin, tu quittes vraiment, tu arrêtes de travailler, pour les pompiers et tu décides de vivre des rentes de cet investissement-là, sur lequel donc tu étais en LMNP et donc par défaut, mathématiquement parlant, tu passes à LMP parce que, tu n'as plus de revenus, salarial à mettre en face et donc comme tu es au-dessus de 23 000 € de revenus par an, c'est ça? Tu passes à LMP? OK. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Juste pour les auditeurs qui seraient peut-être pas familiarisés avec ça, il y a, au final, peut-être pas grand chose en termes d'imposition sur les revenus en termes de delta, même si c'est pas les mêmes cases, etc. Par contre, le grand delta, il se fait au niveau de la plus-value éventuelle, où dans un cas, on est sur la plus-value des particuliers, dans le cas du LMNP, et dans le cas du LMP, on est sur la plus-value des professionnels. Donc, une autre méthode de calcul qui est pour le coup beaucoup moins avantageuse, avec notamment la réintégration de l'amortissement. Ce qui est en train de se discuter d'ailleurs, hein, pour le LMNP aussi en ce moment, c'est un sujet d'actualité pour la loi de finances 2024. Ouais. Ouais, ça c'est un sujet, mais du coup, si je dis pas de bêtises sur le LMP, du coup, tu as quand même une exo des plus-values après 5 ans, c'est ça? De détention? Exactement, après 5 ans de détention d'exploitation en LMP, tu peux avoir une exo des plus-values. Alors juste sur la plus-value, sur l'impôt sur le revenu, pas sur les prélèvements sociaux. Il faut être en dessous d'un certain seuil, c'est 90 000 € à l'heure où on se parle, et avec une exonération partielle jusqu'à 120 000 €. Après, les chiffres que je donne là sont d'une part à vérifier, je suis pas avocat fiscaliste, et sont tout le temps potentiellement en mouvement. Mais l'idée, elle est là. Donc, passer 5 ans d'exploitation, il y a quand même un avantage. On peut gommer en tout cas ce pseudo-inconvénient de la plus-value par rapport au LMNP. Et comme tu le dis bien, le LMNP sur la loi de finances 2024 s'était débattu. Alors il semblerait que ce soit annulé pour cette année, mais il était question de réintégrer la plus-value dans le cadre du LMNP, et donc il ferait perdre tout son sens de la nature, en tout cas des avantages initiaux. Voilà, la grande niche fiscale, elle est là pour le LMNP, et donc voilà, c'est sur la tangente, sachant que c'est un statut qui est quand même attaqué depuis quelques années, avec maintenant, c'était en 2019 ou 2020, je sais plus, l'obligation, enfin l'inscription au RCS qui a été supprimée. C'est un petit peu technique, mais ce qui fait que de facto, dès lors qu'on dépassait les seuils, on passait LMNP, ce qui n'était pas le cas avant, où c'était vraiment un choix, c'était grosso modo l'investisseur qui décidait de s'inscrire oui ou non, donc de passer oui ou non. Mais grosso modo, pour illustrer, on pouvait avoir un revenu à 50 000 € sur le foyer fiscal à l'année, faire un chiffre à 100 000, 200 000, tout ce qu'on veut, dès lors qu'on s'inscrivait pas au RCS. Donc c'était vraiment l'investisseur qui avait le choix, on restait LMNP. Donc en 2019-2020, cette troisième condition a été supprimée. Donc dès lors qu'on déplace et ou 23 000 € et ou l'ensemble des recettes du foyer, on passe de facto automatiquement en LMP, pardon. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est un statut qui quand même est potentiellement très très intéressant, mais qui est pas forcément en pleine sainteté et au niveau du législateur. Et il faut en avoir conscience pour être prêt, le cas échéant, quand même à s'adapter et à faire, voilà, en tout cas faire les choix en conscience, et savoir qu'on a potentiellement, ceux qui se lancent là-dedans, une petite épée de Damoclès. Voilà, encore une fois, on en revient sur les connaissances. Voilà, même s'il s'agit pas de tout connaître d'un point de vue fiscal, mais au moins d'avoir la vision pour savoir dans quelle direction on va, et après le comptable, l'avocat, etc. Peut affiner. Il est dans le collimateur, notamment pour le LMNP concernant les locations courte durée. Parce que c'est surtout ça qui pose problème au législateur aujourd'hui, du fait de la tension sur les logements. Et donc, ce frein veut être mis surtout sur la location longue durée, ce qui a du sens parce que la location longue durée est une vraie activité professionnelle pour le coup et commerciale.
hein, puisque du coup un hôtelier fait exactement le même boulot, hein, à quelques services près, mais exactement le même boulot. Et par contre lui, bah, il a toute une sorte de toutes sortes de contraintes que n'a pas un loueur meublé non professionnel, ça c'est sûr. Pourtant le métier c'est le même. Et puis un loueur meublé non professionnel peut faire finalement autant de volume qu'un petit hôtel, mais pas avec les mêmes contraintes. Donc c'est surtout pour ça et pour effectivement bah, le nombre de logements qui baisse de plus en plus dans les villes du fait de commerce supplémentaire avec cette location courte durée. Alors qu'en soi, la location meublée longue durée, qui est considérée par, on va dire, l'administration fiscale comme une activité professionnelle et commerciale, ne l'est pas vraiment en fait, puisque ça reste un logement. C'est pas parce que tu mets 4 meubles que c'est une activité commerciale. Voilà, à la différence d'une location courte durée. Ouais. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même un arbitrage à faire là-dessus et un arbitrage qui va se faire pour punir la location courte durée. Mais finalement, peut-être qu'on devrait s'en sortir avec un peu de flexibilité sur la longue durée quand même, quoi. Exactement, c'est important de le dire, il y a vraiment ces 2 aspects. Il y a d'une part le côté de l'aspect, comme je le disais, vraiment de la niche fiscale LMNP qui a été discutée, mais pour l'instant abandonnée. Donc il y a ce volet-là, mais ce qui a vraiment été décidé et voulu, c'est de s'attaquer à la location courte durée, comme tu le dis si bien, et notamment avec, si on peut se permettre de continuer cette digression sur la fiscalité et l'actualité fiscale bouillante du moment, sur les meublés de tourisme classés, où là on rentre encore dans une autre case, mais ce qui permettait, en faisant classer ces logements, d'avoir, tu sais, 1, 2, 3 étoiles, où avant c'était intéressant d'un point de vue pour les gîtes, etc., pour commercialiser. Maintenant, tout le monde s'en fiche. Mais par contre, le fait de faire classer ces logements, ça coûte pas grand-chose, grosso modo 150 € par logement. Ça nous permettait de tomber encore dans une autre case d'un point de vue de la fiscalité, avec des avantages encore beaucoup plus intéressants potentiellement. Et c'est ce régime-là du meublé de classé tourisme qui, lui, pour le coup, ça a été acté via le 49.3, qui a été largement remodelé et qui est pour le coup beaucoup moins intéressant. Et donc là, ça concerne qu'une petite partie des personnes qui exploitent en meublé, mais quand même ceux qui sont dedans, en tout cas, ouais, c'est sûr, rapprochez-vous de vos comptables et faites les choix en conséquence parce qu'il va y avoir des modifications dès 2024. Ouais. Ouais, c'est le sens de l'histoire, hein, de punir un peu la location courte durée, ça c'est sûr. Donc voilà, l'Eldorado, en tout cas, ma vision des choses, c'est que l'Eldorado de la location courte durée, il est derrière nous. Aujourd'hui, ça va se tendre un petit peu plus quand même. Et notamment, et encore plus sur les grosses métropoles et autour des grosses métropoles, évidemment, qui ont déjà commencé depuis plusieurs années à restreindre encore plus la voile, quoi. Bref, c'était une parenthèse, hein, mais... Exactement, non, mais c'est intéressant de le dire, hein, pour contextualiser, pour comprendre, et puis ça permet éventuellement de faire ses choix en conséquence. Et je pense que c'est pareil, tu fais partie voilà, de ces personnes, et ton podcast en est l'illustration de l'intérêt d'être diversifié, pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier, et le fait d'être full courte durée, full LMNP, full, etc., etc., ça peut être intéressant d'exploiter, tirer la quintessence d'un avantage qui nous correspond à un moment donné, mais avec les risques que ça peut comporter le jour où il y a un changement de législation, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc le fait d'être diversifié sur les modes d'exploitation, d'être diversifié sur les localisations, sur la typologie des biens, etc., je pense que ça peut être aussi intéressant, en tout cas pour celles et ceux qui souhaitent avoir de réelles ambitions et d'y aller de façon à investir de façon massivement, quoi. Donc toi, en 2019, tu décides de vivre de ça, enfin de tes loyers. Tu décides de vivre de tes loyers. Comment ça se passe? Il y a une appréhension quand même au départ, parce que tu as pas beaucoup de recul au final sur la rentrée des loyers, puisque tu as acheté en 2018 cet immeuble. Tu as pas beaucoup de recul. Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu te dis: «OK, je tente»? Est-ce que tu as peut-être, comme beaucoup, hein, au départ, et c'est absolument pas une honte, justement, moi je pense que c'est une opportunité. Est-ce que tu profites un peu de Pôle emploi parce que tu négocies un départ, ou pas du tout, tu démissionnes carrément et tu vis que de ça? Ouais, très très bonne question. Alors je prends la décision parce qu'il y a vraiment cette volonté forte de rentrer à Poitiers. Par contre, je la fais de façon à être quand même avec en sécurité, en confiance. J'ai pu exploiter, en tout cas commencer l'exploitation grosso modo mi-2018, et ma démission intervient fin 2019. Donc il s'est passé grosso modo 1 an et demi où j'ai pu mettre en place, lancer un peu l'exploitation, que ça soit des colocations, de la courte durée, etc. Et donc j'ai quand même ce petit recul, ce petit feedback qui me montre que oui, ça fonctionne, les chiffres sont là, ça marche bien. Et donc là, je me dis, bah, c'est bon, j'ai remplacé mon salaire, et donc je peux y aller. Avec là, par contre, pas de certitude sur le lendemain, le surlendemain. Si dans l'état ça tourne très très bien, etc., ça va. Si par contre demain ça tourne pas, bah, c'est ma seule source de revenus, donc j'ai pas d'autre porte de sortie. Concernant le chômage, etc., alors,
j'ai fait une démission et pas une disponibilité. J'étais fonctionnaire, j'aurais pu faire la deuxième option, mais j'ai pris l'option de la démission parce qu'à l'époque, sur le département qui nous embauchait, on avait des conventions et si on démissionnait, on avait l'équivalent, alors pas tout à fait 2 ans de chômage, mais grosso modo 1 an et demi de revenus, l'équivalent d'1 an et demi de revenus en prime de départ. Donc je me suis posé la question quand même de la sécurité via la disponibilité ou alors d'aller de prendre cette option sans filet de sécurité pour le coup, sans la possibilité de revenir en arrière, mais avec cette petite manne supplémentaire. Voilà, donc j'ai réfléchi un petit peu et dans mon sens, je me suis dit bon bah ça fonctionne quand même. Là, il y a pas de lézard là-dessus. Ça fait 1 an que ça tourne et ça tourne bien. Et me connaissant, je vais dans une direction, c'est pas pour faire machine arrière. Et dans tous les cas, il y aura forcément des difficultés, des contraintes à un moment donné. Mais la volonté, c'est de continuer à m'émanciper, à grandir, à développer. Et donc, il n'y aura que des solutions pour faire plus, pour faire mieux. Donc, j'étais avec cet état d'esprit, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris le choix de la démission en toute transparence. Bon, très bien, donc du coup, tu vis de ça, tu t'occupes de tes locations courte durée toi-même, comment tu le gères? Alors, je les avais lancés à distance, en étant dans le nord, dans le but de justement, automatiser un maximum et déléguer, notamment sur la partie, ménage et le fait de le lancer à distance, je me suis dit que je n'aurais pas le choix que de trouver des solutions pour le faire. Parce que des fois, on peut être tenté: «Bon allez, j'ai du mal à trouver quelqu'un de sérieux, bon je vais faire le ménage, je vais faire là, j'avais pas le choix que de trouver quelque chose, un système qui fonctionne. Donc je me suis formé, je me suis, intéressé, à tout ce qui est channel management, le Yell management et cetera et cetera. Donc j'ai mis en place tout un système d'automatisation via le channel manager Bets24 que tu dois certainement connaître ou ça va parler certainement à beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent pour automatiser un petit peu les messages, les arrivées avec des arrivées autonomes avec un système de boîte à clés de façon très très simple. Donc automatiser tout le système de communication sur le parcours voyageur, pouvoir également louer en direct parce que bon les commissions on les aime bien, nous rapportent du trafic mais elles nous prennent quand même 18% sur chaque location. J'ai mis en place un site internet, j'avais quelques bases en SEO, en développement, enfin mais de façon très très sommaire, donc j'ai créé un site via WordPress, positionné sur des mots-clés intéressants qui génèrent aujourd'hui encore du trafic de façon naturelle, organique. Tu arrives à faire combien à peu près de proportions de réservations ou de chiffres avec, en direct? Ouais, bah écoute, je regardais de nouveau juste avant d'enregistrer un petit peu les chiffres. Alors là cette année, je vais approcher les 30%, Ah même ouais, c'est peut-être fou ça. un peu plus des 30% en direct. Bah, bravo parce que c'est franchement, moi je trouve ça assez balèze, 30 de réservation en direct et parce que tu effectivement, c'est 30 de ton chiffre sur lesquels tu récupères 18 de marge, quoi. C'est ouais, c'est exactement ça, ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Sur les 30% en direct, j'estime grosso modo à 15-20% de trafic naturel organique. Et après, c'est qu'il y a des personnes le fait aussi d'être là, mais qui m'ont naturellement contacté et où j'ai signé des gros contrats sur 3 mois de temps avec les personnes. Enfin, un mois qui ont été reconduits, etc. Et donc ça vient booster le chiffre d'affaires, notamment là sur un T4, des boîtes qui ont besoin, etc. Et donc le fait de passer en direct, ça vient Bien, augmenter tout ouais, à ouais, c'est fait. bien. Ouais, 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 ouais. Et après tu synchronises, est-ce que tu utilises un logiciel pour, automatiser le ménage? C'est Bets24, c'est ça qui te le gère, du coup, le prestataire de ménage? Ouais, alors le prestataire de ménage, c'est moi qui l'ai choisi elle a accès au planning qui est automatisé via Bets24. Elle a accès à ce planning qui est mis à jour automatiquement, et cetera. Et donc elle travaille en toute autonomie, tout à fait. OK, assez à l'aise avec les outils, au début ou un peu de mal à mettre le nez dedans? Alors Bets24, c'est quand même une usine à gaz, c'est pas le truc le plus sexy à utiliser. Par contre, c'est certainement le channel manager le plus complet, qui offre le plus de possibilités d'un point de vue, technique, fonctionnalité poussée et cetera. Moi, j'ai pris une formation d'une personne en ligne, hein, tout simplement à l'époque pour, prendre en main l'outil. J'ai pas hésité longtemps à me former, à acheter une formation payante et j'étais vraiment très, très satisfait de ça, ce qui m'a permis d'avoir vraiment grosso modo un tuto, mis en place pas à pas. OK. C'est la formation de Thomas que tu as pris? Que tu avais prise? Non, pas du tout, c'était Loïc Cardin. OK. Loïc Cardin, il faisait, alors aujourd'hui, je crois qu'il a changé son système. Je crois qu'il doit faire une formation sur l'immobilier d'une façon générale, enfin, de façon complète avec le tout. À l'époque, il faisait également, mais il dissociait avec la partie clairement juste utilisation, l'automatisation de la courte durée, donc sur le BES 24. Et donc, j'avais simplement pris ça là où était mon besoin et j'étais vraiment satisfait. OK, donc là tu automatises ça, les colocs, bon, bah, ça marche, c'est assez facile à gérer, il y a pas trop de problématiques. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu dois t'ennuyer quand dans tes journées quand même par rapport au rythme d'un sapeur-pompier?
Alors, les taquins. Non, je m'ennuie pas du tout parce qu'en rentrant, donc bah, forcément le déménagement, nouvelle vie, et cetera. Déjà, ça me libère un peu de temps, passer beaucoup plus de temps de qualité avec mes enfants pour les emmener à l'école, et cetera, et cetera. Donc, c'est cool. La nature a horreur du vide. Je passe énormément de temps aussi à développer. J'adore le jardin, le potager, le sport, et cetera. Donc non, non, je m'ennuie pas du tout. Et en plus, la volonté de continuer à croître. Et le propriétaire avec lequel j'avais donc fait cette acquisition d'immeuble, il était propriétaire d'autres immeubles dans la ville, dont notamment l'immeuble tout juste voisin de celui dont j'avais fait l'acquisition. OK. Voilà, et donc je l'ai sollicité spontanément pour voir s'il était vendeur, etc., etc. Et donc on est arrivé à se mettre en accord pour l'immeuble voisin, pour le coup, qui a été donc du coup un long combat avec lui, avec le propriétaire. C'était assez simple, assez rapide, on avait de bonnes relations, c'était cool, on a réussi à s'entendre assez facilement. Et après, par contre, c'était pour le financement. Oui, parce que là, tu étais plus salarié en plus. Exactement. Donc c'est un projet que j'ai commencé à initier en étant salarié. Dans l'idée, je me suis dit: «Je vais peut-être pouvoir le finaliser en étant salarié», mais malgré tout, ça ne passait pas avec l'endettement entre la résidence principale, les 2 autres logements, celui-ci. Sur notre situation avec madame, notre taux d'endettement était déjà, quand même, assez élevé avec des encours, assez frais, donc ça n'est pas passé. Et le fait de ne plus être salarié, bah, encore moins je me suis mis encore moins de chance de mon côté pour pouvoir finaliser l'affaire. Mais comme on dit, il y a toujours que des solutions. Et le fait, d'être tourné quand même assez optimiste, etc., je me suis tourné vers la voie de l'association simplement, avec des personnes qui ont une force de frappe qui était supérieure à la mienne sur le moment-là. Et donc ça a pu se faire avec d'un point de vue après technique, c'est un petit peu loin à expliquer, mais grosso modo l'association a débloqué l'affaire. On a pu finaliser et faire l'acquisition de ce bien par la suite. Ouais, ouais, ouais. Donc là, c'est quoi comme type de bien? C'est un immeuble de la même trempe à peu près ou plus grand, plus petit? Alors c'est un immeuble un peu plus grand où il y a 5 appartements T2 grosso modo, d'une surface l'habitation de 200-220 mètres carrés. Et après il y a un local commercial qui est loué à une psychologue et un autre local commercial qui est de type restauration. Voilà, avec du stationnement également en plus, une cour avec pas mal de stationnement. Voilà, et puis une petite remise dans le fond où il y a un potentiel de création de logements également. Ouais. OK, donc là, ça te fait un revenu supplémentaire pour toi, parce que du coup, tu l'exploites aussi, j'imagine, un peu, de manière, mixte, cet immeuble? Alors, l'immeuble a été fait en SCI à l'IS, en association. Donc là, c'est en vase clos au sein de cette SCI. Donc il a fallu lancer l'affaire, relouer, et cetera, faire des travaux sur certains logements. Et aujourd'hui, oui, tout tourne, tout est exploité en location nue. Et vu que c'est un immeuble mixte, après le reste, c'est du bail commercial. Donc là, c'est pour la SCI et tout est dans la SCI pour l'instant. Mis à part qu'il y a deux logements que moi, je loue moi-même à la SCI où je fais de la sous-location pour de la courte durée. OK. OK, donc là, toi, l'excédentaire, c'est toi qui le récupères? Voilà, exactement. Via une structure particulière? Non, non, sous location avec un bail civil en nom propre, ouais. OK, en nom propre, OK. Ouais, donc ça vient directement dans ta poche. Exactement. Chose que à titre personnel, mais je tiens à le dire quand même, je ne recommande pas spécialement. Il y a beaucoup aujourd'hui, on entend beaucoup de sous-location, comment faire de l'immobilier sans crédit, et cetera. La sous-location permet avec le Airbnb, et cetera. Alors pourquoi pas, s'il y en a qui le font et qui le font bien, qui trouvent leur compte, très très bien. J'aime pas, j'ai vraiment pas envie de donner des généralités, mais c'est quand même un business model qui me paraît un petit peu léger dans le sens où il n'y a pas d'enrichissement à terme, il n'y a pas de levier bancaire, il n'y a pas de capitalisation. Et donc grosso modo, si on exploite un bien qu'on loue à quelqu'un, qu'on arrive à sous-louer, et au final, si c'est pour générer quoi, 100, 200, 300 euros de cash flow en prenant tous les risques, si c'est bien loué, si, ne serait-ce que juste amortir le coût du mobilier sur ce qu'on a dû investir pour pouvoir lancer le truc, les coûts de société, le comptable, etc., la CFE, enfin toutes les charges inhérentes, mis à part d'en faire vraiment un gros business à taille vraiment assez grande. Mais si c'est pour faire 1, 2, 3, 4 logements, pour moi, c'est énormément de temps et d'énergie pour vraiment pas grand-chose. Là, je le fais dans le cadre-là, vu que c'est des appartements qui m'appartiennent en partie au travers de la société. Je me permets de le faire comme ça, mais tout est sur place, etc. Mais sinon, c'est pas un business que je trouve très 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 sexy d'un point de vue général. Sans vouloir être trop réducteur sur ce type de business, c'est ni plus ni moins qu'une conciergerie qui prend tous les risques à la place du propriétaire, en fait, hein. C'est tout ça, c'est que ça, hein. Exactement. Tu parles de conciergerie, à la limite, je trouve peut-être plus intéressant de développer une conciergerie pour quelqu'un qui voudrait se lancer sur un business de ce type, de gestion courte durée, et cetera. Au moins, la conciergerie, elle a peut-être moins de risques, moins de choses à... Bah, tu pas les mêmes charges, quoi. Tu pas les charges de loyer, donc forcément, c'est pas pareil, ouais. Donc OK, bon, ça, c'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus, effectivement, parce qu'il y a toujours des modes, voilà, donc et effectivement, la sous-location est bien à la mode en ce moment, depuis quelques gros mois, on va dire, peut-être 1 an et demi. Voilà, donc c'est bien, mais en tout cas, merci pour ton retour là-dessus.
Donc cette SCI à l'IS, tu peux nous en dire un peu plus? J'imagine que tu as fait rentrer un associé pour la partie financement, aussi, parce que ça t'a aidé. Oui. Comment ça se passe? Qui est l'associé? Comment vous êtes entendus? C'est quoi le deal entre vous? Ouais, on peut aller un petit peu plus loin. En fait, le fait, l'association est venue, en fait, le fait d'avoir investi en private equity dans une boîte où on était plus de 70 investisseurs à avoir investi. Donc de là, il y a eu un petit groupe de communication WhatsApp, hein, pour pas le citer, qui a été créé par rapport à l'investissement en private equity dans la boîte. Et de là, en fait, spontanément, en étant avec cette belle affaire dans les mains, potentiellement, avec un temps long pour pouvoir obtenir le financement, mais en étant bloqué, j'ai simplement proposé cette affaire à ce groupe de personnes, forcément qui a suscité tout de suite un petit peu l'intérêt parce que c'était quand même assez intéressant. Donc j'ai organisé des zooms, etc. pour présenter un peu l'affaire. Et de là, un petit peu à l'instinct, j'ai choisi mes trois associés, parce qu'on est quatre en tout. Donc j'ai choisi 3 associés avec lesquels on est parti dedans. Et grosso modo, on s'est entendu sur 50% de capital pour ma part, sachant que je suis le seul sur place. Tout le monde est aux quatre coins de la France à devoir exploiter, à gérer, etc., à faire le truc. J'avais l'affaire également. Et après, 35% pour celui qui a le financement, enfin 30% pardon pour celui qui a le financement, 15% pour une autre personne qui a une force de frappe financière potentielle également, et 5% pour une autre personne, histoire de participer, de monter dans le bateau, de découvrir, parce que ça avait matché entre nous, etc., etc. Donc voilà un petit peu le montage. C'est parti comme ça. À refaire, je le ferai peut-être différemment. Pareil, là j'ai appris en faisant, etc. Je le ferai peut-être différemment parce que, alors là ça se passe superbement bien avec les associés que j'embrasse. Je remercie s'ils nous écoutent. Mais je le ferai quand même différemment pour que les intérêts soient quand même un peu plus alignés, un peu plus équilibrés sur le long terme, dans le sens où là il y a quand même un gros déséquilibre et donc les intérêts sont pas forcément tous alignés. Voilà, dans mon cas, dans ce cadre-là, ça se passe très très bien, ça pose aucun souci. Un petit peu à l'image de la copropriété qu'on disait tout à l'heure, où je suis tombé sur la bonne personne, là encore. Mais d'une façon générale, je ferai quelque chose de peut-être un peu plus équilibré quand même. Ouais, très difficile de faire ça, hein, effectivement. Moi, j'ai plusieurs essais avec plusieurs associés différents. C'est très, très difficile. En fait, sur des opérations très court-termistes, c'est pas souvent un problème parce que, bon, même si les ambitions de chacun ou les objectifs de chacun ou les besoins de chacun changent, bon, c'est l'histoire de quelques mois, un an ou 2 ans. Effectivement, quand tu t'engages sur du long terme, que chacun se porte un peu caution solidaire du prêt aussi, tout ça, mais qu'il y en a un qui met plus la main à la pâte que l'autre. Parce que finalement, l'apport, celui qui met l'apport, il le met une fois, et basta. Pendant 20 ans, il y a une durée de détention. L'autre associé qui est actif, pendant 20 ans, il bosse. Par contre, si la durée de détention, elle est que de 5 ans, toi, tu bosses quand même 4 fois moins, au final, quand tu bosses en local. Mais le mec, lui, il a fait quand même un seul effort aussi au départ. Donc, le rapport, il peut vite se dégrader, en fait, dépendamment du temps de détention et surtout de la charge qu'il y a à faire en local, parce que c'est souvent ça, finalement, la grosse différence. Exactement, exactement. Donc voilà. Ok, et donc du coup tu disais private equity, donc juste préciser peut-être pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, qui savent pas ce que c'est le private equity, juste préciser rapidement ce que c'est et enchaîner peut-être justement sur l'après immobilier aussi, et ce que tu fais en dehors de l'immobilier, parce qu'on arrive à l'heure d'enregistrement, donc on va essayer de passer un peu sur la partie diversification, passer 5-10 minutes là-dessus avant de clôturer l'épisode. Ouais, carrément, avec grand grand plaisir. Le private equity, simplement, c'est de la prise de participation dans des boîtes non cotées, c'est-à-dire d'investir dans des entreprises. Ça peut être la boulangerie du coin, ça peut être n'importe quoi. Comme on entend, il y a des boîtes qui font des levées de fonds. Typiquement, c'est ça, c'est de rentrer dans le capital d'une société, voilà, qui fait une levée de fonds d'un moment donné, mais qui est une boîte non cotée. À l'inverse de la bourse, où ça va être le CAC 40, etc., un marché secondaire où là, ce sont des boîtes cotées. Voilà, c'est simplement ça. Et donc oui, sur la diversification, pour ma part, donc je suis investi un petit peu en private equity, investi un petit peu en bourse, notamment à travers un PEA, un petit peu compte titre également, avec des assurances vie aussi, investi dans les cryptoactifs également. J'ai investi dans du crowdfunding aussi, crowdfunding immobilier notamment, sur les métaux précieux. Donc une petite diversification. Alors en termes de poids financier aujourd'hui, le gros du gros, ça reste quand même l'immobilier qui représente une grande part, et notamment via l'effet du levier bancaire. Mais il y a quand même cette diversification qui est intervenue, moi, suite à la vente de cet appartement, qui m'a généré une partie de cash, qui m'a permis de goûter un petit peu à toutes ces classes d'actifs différentes et tous ces véhicules d'investissement également, parce qu'il y a la classe d'actifs d'une façon générale, et puis il y a les véhicules d'investissement qui nous servent aussi. Je prends un exemple tout simple. On peut investir en bourse ou sur les marchés actions, on va dire, à travers par exemple un PEA ou alors à travers une assurance vie. Et ça va être
tous les deux, par contre, des véhicules d'investissement qui sont totalement différents. Et le fait de mixer ça, ça permet d'une part de mixer son exposition et après de pouvoir jouer le cas échéant, en tout cas en termes de besoin de trésorerie, de liquidité, avec les différentes particularités, que ce soit fiscale, de liquidité, de tel ou tel type d'investissement. L'idée, c'était vraiment de découvrir plus encore un petit peu tout cet univers financier, de goûter, de faire. C'est en faisant, je pense qu'on peut apprendre. Je te prends là également un exemple tout simple, le monde des crypto-monnaies qui est assez récent. Il a maintenant 15 ans, le Bitcoin a que 15 ans, mais on en parle réellement depuis 2017. Ça fait la première fois les titres, etc. Ça peut être un univers un peu sulfureux qui peut soit fasciner, soit faire peur ou de rien y comprendre. Mais quelqu'un qui aurait envie de se lancer, qui dit mais c'est peut-être risqué, etc. aujourd'hui peut y aller avec 10, 15, 20 ou 100 euros, quoi. Donc c'est quelque chose qui est quand même accessible et la personne peut commencer à apprendre en faisant, créer un compte, aller sur un exchange, mettre 100 euros sur du Bitcoin et déjà le process, en tout cas d'apprentissage, etc., de découverte est enclenché et je trouve ça quand même assez intéressant. Voilà, avec un risque zéro. Là, dans mon exemple, le risque est de 100 euros. Bien sûr, on peut perdre tout ou partie de son capital. Donc, quand je dis un risque zéro, c'est par rapport au montant là qui sera engagé. Chose qui n'est pas le cas, par exemple, sur un investissement. Je sais pas, moi, je reprends un exemple dans la bourse. C'est pas forcément tout le temps le cas parce que si on peut trouver peut-être des actions à 100 euros, etc. Mais les frais vont être tellement tels que, enfin, on va perdre tout de suite tout intérêt. Ou donc c'est en ce sens où si on veut être diversifié, etc. La bourse, on va peut-être avoir besoin d'un capital de départ un peu plus conséquent. Donc, en fonction des classes d'actifs, on peut goûter, découvrir, oui, non. Voilà. Et toi, est-ce que ça fait partie aujourd'hui de ton revenu ou est-ce que du coup ton revenu finalement tu continues de le tirer de ce premier immeuble? Non, alors aujourd'hui, c'est pas du tout du revenu, c'est vraiment de la base de capitalisation, on va dire, toutes ces classes d'actifs alternatives sur lesquelles je suis. C'est vraiment d'une part du placement long terme, de faire travailler de la trésorerie, plutôt que de garder de l'argent sur un compte courant. Voilà, ça me permet d'avoir de l'épargne de sécurité, ça me permet d'avoir, etc. Et de placer sur différents supports pour pouvoir avoir une performance in fine et réinvestir les fruits. Soit c'est de la bourse, il y a des dividendes qui tombent, etc. Donc c'est de l'argent sonnant trébuchant qui tombe. Et donc là, je rachète des actions, par exemple. Ou alors c'est des crypto-monnaies, ben ça fluctue, ça value, c'est que de la capitalisation. L'assurance vie, c'est pareil, etc., etc. Donc non, aujourd'hui c'est pas utilisé comme une source de revenus, non, non, non. OK. Bon, très clair sur ça. Donc, moyen de s'enrichir, l'immobilier au départ, moyen de créer de la richesse que tu as pas et la richesse que tu as déjà, bah, la placer sur différents produits pour, essayer de diversifier, diluer ton risque et capitaliser à long terme. Très clair. Est-ce que tu peux me parler 2 minutes, ça intéressera peut-être moins les auditeurs et auditrices, mais du podcast? Depuis quand tu as lancé ce podcast? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Est-ce que les galères que tu as connues au départ, tu vois? Yes, carrément, avec grand plaisir. Moi, j'ai lancé le podcast il y a 2 ans et demi maintenant, donc podcast de la bonne fortune. L'idée, c'était de faire une émission, grosso modo, une émission hebdomadaire avec un invité pour décortiquer un sujet, que ce soit sur de l'investissement, sur là comme on le fait là, sur un parcours d'un investisseur, sur une méthode d'investissement. Ça peut être le locatif, le LMNP, le LMP, la courte durée, etc., etc., les SCPI, enfin bref, la bourse. Et donc l'idée, c'était de continuer d'une part à moi continuer à apprendre parce que je pense qu'on apprend tous les jours. Comme je te le disais, j'ai été consommateur de livres, de chaînes YouTube, de podcasts maintenant, mais le fait d'être actif, bah, je trouve que c'est quand même encore plus kiffant et on est encore plus dans l'échange et on apprend encore plus. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est d'être dans le partage, voilà, pouvoir donner. Parce que sur mon parcours, forcément, le fait d'avoir démissionné, le fait d'avoir investi dans l'immobilier, démissionné des pompiers, fonctionnaires, etc., ça a interpellé pas mal. Et donc, beaucoup de personnes commençaient à me demander, bah tiens, Ismaël, comment on fait ça pour l'immobilier? Bah tiens, j'ai un projet comme ça, tu peux regarder. Ah bah tiens, les cryptos, comment ça marche, etc., etc. Et donc, bah ça, c'était aussi un moyen pour moi de continuer à échanger, à partager, mais à plus grande échelle, en tout cas, voilà, sur tous ces thèmes qui sont passionnants. Voilà les deux raisons fondamentales qui m'ont poussé à créer le podcast. Aujourd'hui, depuis la rentrée, j'ai créé également à côté une communauté privée associée avec des lives exclusifs au sein de la communauté, des opportunités qui vont arriver aussi et des échanges, etc. Toujours pareil, dans un but d'apprendre, de grandir ensemble et de partager, de kiffer. Donc voilà un petit peu ce que je peux te dire sur l'univers du podcast et comment c'est né en tout cas pour la bonne fortune, ouais. Alors, tu vois, il y a un truc là, donc du coup, j'ai la page de ton site ouverte à côté. Tu disais, il y a 2 ans et demi, tu lances le podcast avec, l'objectif de faire un épisode hebdo, mais j'ai l'impression que tu as un peu procrastiné, non?
Bien vu. Vu le nombre d'épisodes. Bien vu. On voit l'œil du mec qui sait bien compter. Et alors procrastiner, non, c'est que l'an dernier, j'ai eu vraiment toute une phase pendant 6 mois où j'ai dû remettre les mains dans le cambouis pour notamment l'immobilier, où j'ai passé d'autres appartements en courte durée, notamment les sous-locations, je te parlais. Les 2 colocs sont passés également en courte durée. J'ai dû faire aussi moi-même les travaux sur un des logements, mettre la main à la poche, enfin à la poche, la main La pas à main à la la poche, pâte. mais à la pâte exactement, avec mon petit rouleau de peinture, etc., etc. Et donc tout ça a fait qu'à un moment donné, les journées font que 24 heures et j'ai dû faire des choix et la volonté de privilégier des moments aussi de qualité avec la famille, etc. Et donc c'est le podcast qui a subi ces choix où j'ai levé le pied beaucoup l'an dernier aussi, ouais. Bon, très bien. Écoute, moi, je vais continuer d'écouter quelques épisodes. Je vois d'ailleurs quand je dois recevoir Paul Bourdois que tu as reçu là sur le dernier épisode. Je devais enregistrer un épisode avec lui la semaine dernière. Finalement, j'ai eu un imprévu, donc je l'ai reporté. Donc, tu vois, ça sera intéressant d'écouter l'épisode que tu as fait avec lui. Romain Jury, je l'ai rencontré à Lyon parce que j'ai organisé un séminaire à Lyon et il est venu intervenir à Lyon, enfin c'était à Villefranche-sur-Saône. Il est venu intervenir à notre séminaire. Donc c'était intéressant, tu vois, de voir qui était passé chez toi. Donc c'est cool. Je vois qu'on a quelques invités, mais pas trop d'invités en commun en fait, hein. Je regarde, à part les podcasteurs, ouais, on n'a pas trop d'invités en commun, mais tu vois, c'est intéressant. C'est ça qui est, je trouve, qui est riche. J'en parlais pas mal avec Jérémy Nabé, donc toi, tu citais tout à l'heure de Ça fait un bail, ou même avec Paco, hein, des investisseurs 4.0. En fait, on a parfois les mêmes invités, c'est normal, hein. Voilà, on est dans le même univers, etc. Mais comme on a tous une façon un peu différente d'aborder les choses, on a tous un background aussi un peu différent, hein, parce que certains viennent du monde de l'IMO, d'autres non, d'autres en font beaucoup, d'autres en font beaucoup moins. Donc en fait, on se rend compte que même sur des podcasts différents, un invité identique peut amener de la valeur totalement différente. Ouais, exactement, exactement. Et encore une fois, on apprend tous les jours, donc suffit que tu vois, comme tu dis, tu vas voir avec ton style, avec ta façon d'amener les choses, donc tu vas pousser ton invité à avoir une certaine réflexion et potentiellement, il va dire quelque chose qu'il n'a pas dit sur le podcast ou sur lequel il est passé la semaine précédente, etc. Et donc il y aura quand même une valeur, une information qui potentiellement peut être utile, faire un déclic chez les personnes et dire ah ouais merde, j'avais pas pensé à ça, putain c'est fantastique en effet, etc., etc. Et ça, par exemple, ce truc-là, il va être que chez toi, quoi. Donc, carrément, il y a de la place pour tout le monde. En tout cas, c'est un bel écosystème et c'est cool. Ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui s'intéressent et qui sont passionnées et qui ont envie de retransmettre comme tu le fais, Julien. Ouais, c'est clair. Et comme tu le fais toi aussi, très bien. Donc j'invite encore une fois, je l'ai dit au début, mais je le redis à la fin pour conclure cet épisode, j'invite tous les auditrices et les auditeurs de Money Tree à aller vous abonner au podcast d'Ismaël qui s'appelle La Bonne Fortune. Vous pouvez aussi vous abonner à sa page Instagram. Est-ce que tu es sur d'autres réseaux sociaux? Non, sur Instagram et puis après moi personnellement, Ismaël Bernus sur LinkedIn et c'est tout, c'est parfait. Voilà, Ismaël Bernus, vous avez son nom de toute façon dans le titre de l'épisode. On vous met aussi les liens dans la description de l'épisode pour toutes les bonnes plateformes qui veulent bien mettre des liens cliquables, parce que c'est pas toutes les plateformes qui le font. Donc voilà. Et est-ce que tu peux, comme tu es podcasteur, tu dois avoir l'habitude, est-ce que tu peux inviter les auditrices et les auditeurs à nous laisser une petite évaluation 5 étoiles? Eh ben chapeau, écoute, tu me devances parce que j'allais les inviter à aller te mettre aller les 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, sur n'importe quelle plateforme où il y a un système de notation. Julien prend du temps avec le sourire, avec le plaisir pour faire toutes ces émissions. Il y a du boulot derrière, il y a de la recherche, il y a de la prospection, il y a de l'animation. Donc il fait tout ça pour vous. Donc allez, ça prend 2 minutes de lui dire merci. Vous pouvez lui dire merci de la manière que vous voulez avec un petit commentaire qui va bien, de référencement, des commentaires, je sais pas si t'es sur YouTube, etc. Mais d'une façon générale, de participer comme ça à promouvoir en tout cas l'animateur qui organise tout ça. Donc allez faire un grand plaisir à Julien et mettez des 5 étoiles partout, Apple Podcast, Spotify, etc. Excellent Ismaël, merci beaucoup. Je te dis à très vite sur La Bonne Fortune, sur ton podcast. On fera l'interview retour très vite. Et merci encore à tous d'être là, tous aussi nombreux chaque semaine. Je vous embrasse et vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.